Bonsoir à tous. Je vais vous parler ici d'un économiste de gauche. Thomas Porcher est venu nous expliquer que la dette, c'est finalement un faux problème, un problème qui n'existe pas. Il a envie de vendre une nouvelle BD et il est allé sur le média Le Crayon. Et il s'agit d'un extrait du coup. J'imagine qu'il a fait une interview chez eux et qu'il commence à faire du teasing en sortant des petits bouts. Ça dure qu'1 minute 20. Ça ne présume pas forcément de tout ce qu'il a à dire sur la dette, mais c'est l'occasion en tout cas de parler de la dette et des conséquences, parce qu'il y a pas mal de gens à gauche qui effectivement expliquent que la dette publique n'est pas un problème, c'est une invention, c'est un prétexte, donc on va écouter justement ce qu'il a à dire, ses arguments, et puis on va expliquer pourquoi la dette est finalement un très gros problème, quoi qu'il en dise. Il n'y a pas de problème de dette en France. La dette augmente. Alors on aime bien nous dire que nous sommes l'équivalent d'un ménage qui va laisser une dette à ses enfants. C'est parfaitement faux. Je l'explique bien dans la BD. Vous savez, en comptabilité, quand vous avez une dette, vous avez un actif. Si vous êtes un ménage, vous avez une dette parfois, mais vous avez aussi des appartements. Dans le cas de la France, le patrimoine couvre la dette publique. C'est-à-dire que les générations futures héritent d'un patrimoine et pas d'une dette. C'est comme si vous aviez une dette de 500 000 euros et un patrimoine de 600 000 euros. Dans ce cas-là, vous héritez de 100 000 euros. Donc c'est important de dire qu'il n'y a pas de problème de dette en France. Vous savez, l'Afrique, il y a 1,5 milliard d'habitants. Et vous savez que la dette de l'ensemble du continent africain, elle est plus faible que celle de la France, où il y a 70 millions d'habitants, plus faible. Et la dette africaine est un grave problème. Pourquoi c'est un grave problème? Parce qu'ils ont un patrimoine public beaucoup plus faible. Moi, j'ai travaillé pour des pays parfois, des petits pays africains, notamment le Congo, où ils avaient des dettes de quelques dizaines de milliards, alors que nous, on a 2000 milliards de dettes, quelques dizaines de milliards, et ils étaient proches du défaut, parce qu'il n'y avait pas ce patrimoine public, parce que les investisseurs n'avaient pas confiance en la dette. Nous avons un patrimoine public élevé, c'est-à-dire des bâtiments publics, des entreprises publiques, des placements financiers qui rapportent beaucoup d'argent, et nous avons des investisseurs qui demandent notre dette. Donc la dette, à l'heure actuelle, quand on l'observe, elle n'est pas un problème. C'est une peur qu'on instrumentalise pour justifier des économies dans les services publics. C'est de la connerie, du début à la fin. On va voir un petit peu de pourquoi. Alors déjà, le fameux argument, c'est pas un problème, c'est écrit dans mon livre, il y en a qui ont essayé, ils ont le copyright. Alors on va voir pourquoi notre ami Thomas Porcher raconte absolument n'importe quoi sur la dette, pourquoi la dette est effectivement un problème, quand bien même aujourd'hui il n'y aurait pas de problème de financement à l'instant T sur notre dette publique qui trouve des preneurs. La dette est quand même un problème et elle va le devenir, et son histoire de patrimoine public, c'est de l'absurdité complète. Et il faut surtout pas gérer la dette de cette façon, ça mène à la faillite. Parce qu'effectivement, quand on n'est pas un abruti, normalement la dette, ça ne sert pas, enfin le patrimoine ne sert pas à financer la dette. C'est l'inverse qui est vrai. On s'endette pour acheter du patrimoine ou pour le financer ou pour créer des actifs. Et c'est les revenus qui sont censés financer ça. Et déjà, ce qu'il faut regarder, c'est l'évolution entre le ratio de dette et le ratio d'actifs dont dispose l'État. Il est exact qu'au sens de Maastricht, nous avons donc une dette de 3100 milliards, 109% du PIB, tandis que le total des passifs de l'administration publique s'élève à 3700 milliards, soit 131% du PIB. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est l'évolution. Et il se trouve, depuis 2017, vous avez ici le patrimoine des administrations publiques en pourcentage du PIB. En violet, vous avez la courbe qui représente le patrimoine net. Et ce patrimoine net est passé de 60% à, comme vous pouvez le voir, une diminution jusqu'à 20% du PIB. C'est-à-dire que le passif augmente plus vite que l'actif. C'est ce qui est indiqué ici. La valeur nette du patrimoine des administrations publiques représentait 32% du PIB en 1995, à peu près autant en 2022. Elle a fortement augmenté pour atteindre 63% du PIB en 2007, principalement en raison d'une forte hausse de la valeur des actifs non financiers, donc les terrains et les bâtiments. Elle a ensuite diminué de plus de 40 points entre 2007 jusque vers de 20% du PIB dans les années 14, en raison de l'augmentation des passifs. Donc là, c'est l'augmentation de la dette qui diminue le ratio. Elle est ensuite remontée jusqu'à 40% du PIB en 2022, donc là c'est à nouveau une augmentation, on passe de 20 points de plus, surtout du fait de la baisse de la valeur de marché des passifs des administrations publiques, qui résultait elle-même de la hausse des taux d'intérêt. Donc vous voyez qu'on est sur des trucs un petit peu techniques, un petit peu... C'est une mentalité de tableur Excel de raisonner en termes de patrimoine et de ratio sur patrimoine net. Parce que la valeur des terrains varie, soudainement tu peux avoir ou non un patrimoine net positif ou négatif. Idem, la hausse des taux d'intérêt fait baisser la valeur des dettes en cours. Je ne vais pas expliquer le raisonnement, mais il n'y a aucune production supplémentaire quand vous avez ces variations-là.
Quand ça passe de 20 à 40%, c'est simplement les taux d'intérêt qui augmentent, et donc par un jeu complètement technique de tableur Excel, de variation du prix des obligations d'État, eh bien le ratio change, pareil ici. On passe de 35% à 60% de patrimoine net sur PIB, parce qu'il y a une flambée des prix des terrains et une bulle immobilière qui finit par éclater, donc ça ne veut rien dire. C'est complètement absurde de regarder ça. Donc déjà, l'évolution du patrimoine des administrations, c'est fluctuant. Il y a aussi la durée de constitution du patrimoine qu'il faut comparer à la durée de constitution de la dette. Quand il cite terrain, bâtiment, pourquoi ça a de la valeur? Tout ça, c'est lié à des trajectoires économiques qui ont pris des siècles à se constituer. Aussi des siècles pour constituer tout un patrimoine de biens, des réseaux, des bâtiments, des routes, des chemins de fer, des centrales électriques. Tout ça, c'est des choses qui ont pris des siècles à se construire, qui sont aussi... La valeur des bâtiments, des terrains, ça dépend aussi de la santé économique du pays par rapport à l'économie mondiale. Et nous sommes en plein déclin. Donc la valeur relative de tout ce bazar va finalement baisser. Bref. Et il faut voir combien de temps on a mis à avoir ce fameux patrimoine et combien de temps on a mis à avoir la dette. Et il se trouve que le patrimoine, on a mis des siècles à le construire, mais la dette, c'est quand même autre chose. On a ici un graphique qui a essayé de compiler justement des informations. C'est un peu compliqué parce que des fois au niveau comptable, c'est pas toujours les mêmes règles en fonction des époques. Mais on voit de 200% de PIB, de dette sur PIB, au moment de la Seconde Guerre mondiale. Ça s'effondre parce que forcément, on change de monnaie, on efface un petit peu les comptes, on annule des dettes, voilà. On retombe à quelque part autour de 40. Au début des années 50, et ça ne fait que diminuer jusqu'aux années 70, où on atteint un plancher autour de quelque chose comme 20%. Il y a un petit pic au niveau de 73, la crise pétrolière, et puis c'est dans les années 80 où la dette va flamber. Mais vous voyez que pendant les 30 glorieuses, de 45 jusqu'aux années 80, la dette diminue ou stagne un peu pendant les années 70, le PIB augmente. Il passe de 100, c'est en indice presque, donc presque 100 PIB en euros constants de 2012, il passe de 100 à plus de 1000 sur la période. Ça fait x10, alors que la dette est divisée par 2. Moi, maintenant, j'aimerais comprendre pourquoi il y a une si faible évolution du PIB depuis les années 80, alors que la dette a explosé et que maintenant on en est à plus de 110% du PIB, et que l'économie est par terre. On est dans un déclassement complet. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, il n'y a pas forcément d'ailleurs de relation entre le niveau d'endettement et le niveau de développement. Il faudrait s'intéresser à la manière dont cette dette est dépensée. Donc, on voit que la dette publique, ça fait 40 ans qu'elle a été créée, et elle a quasiment atteint le montant du patrimoine public, qui s'est constitué depuis 2000 ans. 2000 ans pour faire un patrimoine, 40 ans pour créer une dette qui est quasiment du montant de ce patrimoine. Et d'ailleurs, c'est la dette au sens de Maastricht, qui est indiquée ici et qui fait 3100 milliards. Quand on prend la dette hors bilan, les engagements de l'État, la dette aussi de l'Union européenne, dont la France détient maintenant 17% et qu'il faudra payer, finalement, en fait, on a plus de dettes que de patrimoine public. Et tout ça en 40 ans. Il faudrait peut-être se poser quelques questions. Et donc, au final, on comprend qu'il prend les choses à l'envers, parce que le but de l'endettement, c'est bien de financer du patrimoine, et c'est pas le patrimoine qui finance de l'endettement. Vous vous endettez pour acheter votre maison. Mais si vous avez une maison, que vous vous endettez, que vous cramez l'argent, ça s'appelle cramer la caisse, c'est une faillite. Donc on peut effectivement emprunter en gageant du patrimoine net, mais si les revenus couvrent pas les mensualités, à la fin on vient te prendre ce patrimoine. Et ça s'appelle juste être con. Et tout ça, c'est exactement ce qui a mené à la crise des subprimes en 2007. Des gens achetaient une maison à 100 000 en empruntant, et puis, comme il y avait une bulle immobilière, la valeur montait, et donc on disait aux gens, bah écoutez, maintenant votre maison vaut 200 000, et vous en avez déjà remboursé la moitié. Il vous reste 50 000 de dette. Donc vous pouvez emprunter 150 000. Nantis sur le patrimoine de la maison, puis comme ça fait que monter, de toute façon, c'est pas très grave. Et puis avec ces 150 000, vous avez qu'à acheter une autre maison et la louer. Voilà. Et vous avez juste un petit peu d'argent à mettre, ou même pas, ça se financera très bien, un locataire vous payera votre crédit, ça va être génial. Et dans le même temps, ils ont financé donc tout le monde, puisque quelque part c'était sans risque, vu que le prix de l'immobilier ne faisant que monter, même en prêtant à des gens qui sont fauchés, s'ils font défaut, on vend leur maison, on est sûr de gagner plus d'argent qu'on en a prêté. Sauf que tout le monde a fait défaut en même temps. Il y a eu une énorme bulle immobilière, un boom de la construction. Et puis un jour, les taux d'intérêt ont augmenté. Et comme tous ces gens étaient endettés à taux variable, les mensualités qu'ils pouvaient payer se sont mis à doubler. Ils ne peuvent plus les payer, tous en même temps.
Ils cherchent tous à vendre, et on se rend compte que finalement, le patrimoine tel qu'il était comptabilisé, il n'avait pas finalement la valeur qu'on lui prêtait. Et des baraques à 400 000 balles se sont retrouvées vendues aux enchères à 10 000 $. Il y a eu tout un patrimoine qui a été bradé. Parce que tu vends du patrimoine, mais dans quelles conditions? Et il faut qu'il y ait des acheteurs. Et surtout quand tu es en situation de vente forcée, c'est pas là que tu le vends le mieux. Faut aller voir en Grèce la manière dont le patrimoine a été bradé. On va en reparler de ça aussi, c'est marrant. Hein, quand un État fait faillite et que les créanciers toquent à la porte et commencent à dire finalement il va falloir être arrangeant, on peut peut-être se payer en patrimoine, mais on va discuter de la valeur de celui-ci. Et tout d'un coup, c'est pas forcément la manière dont c'est comptabilisé dans la comptabilité publique qui est finalement retenue. Donc c'est une idiotie de financer de la dette avec du patrimoine. Faut vraiment être un cassos. Il est évident que la dette doit être financée par des revenus. La dette, c'est pour financer des investissements et pas des dépenses. Les gens qui font du crédit à la consommation, ils finissent, je sais plus comment on appelle ça, enfin ils font une faillite personnelle, ils finissent à la Banque de France. Parce que justement, ils ont dépensé sans acheter d'actifs, et puis une fois qu'ils ont cramé la caisse, il n'y a plus rien, tout s'est envolé. Donc c'est évidemment pas le patrimoine qu'il faut regarder, mais les revenus pour voir si la dette est finançable. Et donc la dette doit financer des investissements qui permettent le remboursement de la dette et des intérêts. Et c'est là aussi qu'on peut s'intéresser à la question des pays africains qu'il citait, on peut à la limite peut-être le réécouter. L'Afrique, il y a 1,5 milliard d'habitants. Et vous savez que la dette de l'ensemble du continent africain, elle est plus faible que celle de la France, où il y a 70 millions d'habitants, plus faible. Et la dette africaine est un grave problème. Pourquoi c'est un grave problème? Parce qu'ils ont un patrimoine public beaucoup plus faible. Moi, j'ai travaillé... C'est de la connerie. C'est absolument faux de dire ça. Ils ont un patrimoine public parmi les plus riches de la planète, les Africains. Ils sont assis sur des ressources en termes miniers, pétroliers, charbonniers, agricoles, qui est immense. C'est les pays les plus riches du monde, virtuellement. Et pourquoi est-ce qu'ils sont devenus pauvres? Un petit peu parce qu'on les a obligés. Alors il y a la période coloniale, mais il y a aussi la période néocoloniale surtout qui est intéressante, où par le mécanisme de la dette, justement, on a soumis ces pays, notamment via le FMI, la Banque mondiale, donc c'est surtout des politiques américaines, mais plus largement occidentales. Et l'astuce, c'est de débarquer dans un pays, lui dire « Vous avez des opportunités formidables, on va vous aider, on va vous donner de l'argent. » en monnaie étrangère. On va vous permettre de payer des grandes infrastructures, on va vous aider à faire un grand bond en avant au niveau économique, on va vous faire construire des grands barrages, des grandes autoroutes, des grandes infrastructures à la hauteur d'un pays développé tel que vous êtes appelé à le devenir. Et finalement, on construit des grands éléphants blancs. Donc tu as étape 1, on endette le pays avec un grand projet qui se chiffre en milliards de dollars, alors que justement, ils n'ont pas forcément une économie qui va permettre de payer ça. Mais on leur dit c'est pas grave, ça se payera tout seul. On fait le grand barrage, avec évidemment du savoir-faire occidental, donc le pognon remonte dans les pays occidentaux, dans les poches des entreprises qui vont faire les travaux. Ces travaux d'ailleurs ne sont pas toujours très bien faits, il peut y avoir des malfaçons, quelques petites économies sur les matériaux qui permettent d'augmenter encore la marge, et puis finalement des fois ça ne fonctionne pas très bien, du coup le produit livré est parfois un peu merdique, et quand il fonctionne, il ne permet pas toujours de couvrir la charge non seulement des intérêts, mais même du capital qui est exprimé en monnaie étrangère. Et ces pays n'étant pas très solides économiquement, eh bien, ils font prout et ils finissent par terre. Et le FMI revient en disant « Vous gérez très mal votre pays. Qu'est-ce que c'est que ces écoles, ces soins gratuits pourquoi vous avez comme ça tout un tas de programmes sociaux, je sais pas quoi, vous allez dégager tout ça. Et puis, il va falloir libéraliser votre économie. Ça sert à rien d'avoir une agriculture vivrière. Maintenant, il vous faut de l'argent, il vous faut des devises, il faut vous ouvrir sur le monde. Vous êtes endetté en monnaie étrangère, il faut faire rentrer du pognon étranger. Et pour ça, il faut vendre des produits à l'extérieur, il faut exporter. Donc, premièrement, vous rénovez votre agriculture. On laisse tomber le fourbi vivrier. On va vous envoyer du riz. Nous, on sait le produire pas cher. Hein, avec notre agriculture occidentale ultra subventionnée, ultra mécanisée, hop, on vient niquer tous les agriculteurs vivriers finalement, et on leur dit à ces gens, vous allez vous reclasser, vous allez faire du café, du cacao, des bananes, puis nous les envoyer, puis pour pas trop cher. Donc comme ça, on a des produits pas chers sur les étalages, puis comme on fournit la même recette à tous les pays, il y a une crise de surproduction, les prix baissent, c'est génial. C'est ce qui fait d'ailleurs que la majorité des gens qui crèvent de faim dans le monde sont des paysans, parce qu'ils fabriquent des produits non vivriers qu'ils ne peuvent pas vendre suffisamment cher pour acheter notre fourbi subventionné et pas crever de faim. Bref, idem pour les ressources minières, où on leur dit il va falloir ouvrir des concessions, puis comme vous êtes un peu nuls,
Ah, on va pas se le cacher, il faut laisser les gens sérieux travailler. On va venir avec nos machines, nos savoir-faire, et on va exploiter votre sol, et on vous donnera une petite rétribution, un petit quelque chose. Alors parfois, les contrats de concession sont pas trop malhonnêtes. Quand ça se passe à 50-50, ça peut être discutable. Le problème, c'est que le fric qui est redistribué au pays par la compagnie qui exploite les mines va pas toujours dans les caisses du pays. Vous voyez, des fois, ça finit sur un compte en Suisse avec le nom d'un dictateur local. Donc ça, c'est encore un autre sujet. Et c'est pour ça que ces pays sont pauvres et restent pauvres, parce qu'on les a mis dans les pièges de la dette, d'une dette importante, libellée en monnaie étrangère qu'ils ne peuvent pas imprimer, qui est prêtée par un pays qui a un certain nombre de canons et avec lequel on ne veut pas trop se fâcher, parce que sinon on va se faire casser la gueule. Et donc, il faut se soumettre et devenir des tapins de la mondialisation pour payer. Voilà, c'est en gros comme ça que ça marche, et c'est pour ça qu'il est très important, quand on s'endette et qu'on investit, déjà de le faire dans sa propre monnaie, et puis de s'assurer de la rentabilité du bazar. Parce que dans tous les cas, on finit par avoir des problèmes. Donc il est plus important de regarder la dette sur PIB plutôt que sur le patrimoine, parce que quand on aura cramé tout le patrimoine public, si c'est comme ça qu'on compte rembourser la dette, on va finir comme le Congo, on n'aura plus rien. C'est pas très malin. La dette publique de la France en 2024, 1000 milliards de dettes en plus. On va s'intéresser à ce brillant article d'Elucide pour aller choper quelques petites informations qui seront sans doute nécessaires à Thomas Porcher pour comprendre certaines choses. Voilà, on voit par exemple ici, depuis les années 70, on avait 17% de dette sur PIB et on est passé à 110. Donc il va y avoir à un moment un problème de financement parce que la dette doit être financée par le revenu et quand la dette augmente plus vite que le revenu, il y a un moment où on finit dans le surendettement, qu'on soit un État ou un ménage, vous allez voir que ça a les mêmes conséquences, même si, en fonction des règles qui prévalent dans la gestion de la monnaie, on va y revenir, ça peut avoir des conséquences différentes, mais dans les deux cas, il y a un appauvrissement. Le ratio dette sur PIB étant parfois critiqué parce qu'il mélange deux notions différentes de stock et de flux, on peut également représenter plus classiquement la dette publique en années de recettes publiques. La situation, voilà, donc la dette publique représente donc environ 2 années de l'ensemble des recettes, mais la situation est bien pire pour le seul État, dont la dette représente près de 8 ans de ses propres recettes. À savoir aussi que la notion de PIB est à prendre avec des pincettes, parce que quand on sait comment ce truc est calculé, ça ne représente pas forcément le revenu réel du pays, parce que quand on ajoute des revenus fictifs comme le trafic de drogue ou la prostitution, et puis qu'on invente des chiffres, et qu'à la fin on considère qu'il y a une croissance, parce qu'il y a eu plus 0,5 cette année, alors qu'en fait la plupart des chiffres qui servent à calculer ça sont parfois du doigt mouillé, c'est à prendre avec des pincettes. Bien, donc on peut voir ici l'augmentation considérable de l'endettement de l'État. Ah, ça c'est un graphique qui est intéressant, on voit ici le palmarès des 5 ministres qui ont le plus endetté la France, avec notre ami Bruno Le Maire, qui à lui seul a fait 1000 milliards, dont seulement 200 milliards de Covid. Donc même en retirant la dette Covid, il est à plus de 800 milliards à lui tout seul. Donc il garde la tête du podium. On va descendre encore un peu. Où est-ce que c'était ? Hop, donc ce que je voulais voir, voilà. Il y a plusieurs éléments qui sont intéressants, parce que ce dont Thomas Porcher n'a pas parlé, c'est les intérêts. Parce que le coût de la dette, c'est une chose, mais ce qui compte, c'est surtout les intérêts. Et nous avons une dette que nous ne payons jamais, et nous continuons sans cesse à avoir des charges d'intérêt de plus en plus élevées. Et on peut voir ici qu'en 2024, parmi les 10 plus grosses missions du budget de l'État, la deuxième, c'est les intérêts, avec 52 milliards, 5 fois plus que la justice. À titre de comparaison, cette charge d'intérêt de 1,7% du PIB place la France à la 9e place dans le classement européen. C'est-à-dire chaque année, là maintenant, on paye 1,7% du PIB en intérêts, donc qui vont être taxés aux gens, distribués à ceux qui détiennent les créances de l'État, et qui vont ne financer absolument aucun programme. Et comme la croissance est inférieure à 1,7%, ça veut dire qu'on taxe des gens qui s'appauvrissent pour payer des intérêts. Alors, ça se voit pas forcément beaucoup, 1,7% par an, mais enfin, ça finit par chiffrer au fil des années, et c'est après les conséquences que ça peut avoir, parce que si la charge d'intérêt continue de grossir, et vous allez voir qu'elle a toutes les raisons de grossir, on va vite avoir quelques petits problèmes structurels sur l'avenir des finances publiques. Ici, on a un graphique qui est extrêmement parlant, parce qu'en cumulant les intérêts versés mesuré en pourcentage du PIB, il apparaît ainsi que simplement depuis 1960
Partant d'une très faible dette, l'État a déjà versé près de 2700 milliards d'euros d'intérêts pour une dette qui a augmenté de 3000 milliards. Ça signifie donc que l'État a déjà pratiquement remboursé en intérêt tout ce qu'il a emprunté, mais il doit donc toujours intégralement rembourser la dette publique de 3000 milliards. Et on voit ici cette courbe des intérêts. La dette publique, donc ça c'est le montant du capital emprunté, et les intérêts qui cumulés finissent effectivement par coûter aussi cher que la dette, mais la dette est toujours là. Donc on a un transfert d'argent du contribuable vers les détenteurs de la dette. Et justement, qui sont ces fameux détenteurs ? Les obligations publiques qui bénéficient aux plus aisés sont généralement stockées dans des contrats d'assurance vie, et ceci, comme l'ensemble du patrimoine financier, est extrêmement concentré. Les 10% des personnes au plus gros patrimoine détiennent ainsi environ 65% de toute l'épargne stockée dans l'assurance vie. On peut voir ici vraiment le pic des 10% qui, répartition par décile de patrimoine dans l'assurance vie qui contient énormément de dettes publiques. Beaucoup de politiciens de droite reliés en permanence dans les médias mainstream au service de leur propagande déplorent sans cesse le coût de la dette publique. Et en effet, ce coût est important. Il a représenté en moyenne 1 700 € par ménage en 2023 ou 7 400 € pour les 10% les plus riches. On peut voir ici que vu plus on est riche, plus on paye d'impôts, plus on paye aussi, plus on assume la charge d'intérêt de l'État. Cependant, et ce sujet semble tabou, les intérêts ne s'évaporent pas. Si la dette publique a un énorme coût pour le contribuable, elle est une énorme ressource pour les plus gros patrimoines et donc pour les 10%, qui rémunèrent sans risque leur épargne, la faisant sans cesse augmenter. C'est le fameux credo du capital de Marx. On peut donc estimer combien chaque fraction de la population touche d'intérêts venant de la dette publique, et en estimant combien elle a payé d'impôts servant à payer ses intérêts, on peut estimer l'enrichissement net et l'appauvrissement net liés à la dette publique. Bon. Il en résulte que les 95% les plus pauvres transfèrent environ 12 milliards d'euros par an aux 5% les plus riches, dont 10 milliards aux seuls 1% les plus riches de la population. Voilà comment ça marche. Ramenés aux revenus, les 90% les plus pauvres transfèrent ainsi 0,5 à 2% de leurs revenus pour augmenter de 5% le revenu des 1% les plus riches. C'est donc bien un Robin des Bois à l'envers. On voit que de 0 à 90% de la population, on transfère vers le 1% qui voit ses revenus augmenter de 5 points grâce à ce mécanisme des intérêts, de la dette à intérêt. Les propagandistes ne le diront jamais, mais s'il y a trop de dettes, ça veut dire qu'il y a trop d'épargne, et surtout d'épargne investie dans la dette publique. Étrangement, ce rançonnement de l'État par les plus aisés n'est pratiquement jamais dénoncé par les économistes progressistes quand ils ne l'encouragent pas franchement. Pourtant, il y a 2 siècles, Karl Marx avait tout dit à ce sujet. Il est impossible de subordonner la gestion de l'État à l'intérêt de la production nationale sans établir l'équilibre du budget. C'est censé être une politique de droite de ne pas faire de déficit. C'est Karl Marx qui te dit « quand tu es en déficit, tu es soumis à la dette et donc... » Bref. Et comment établir cet équilibre sans rejeter une notable partie du fardeau fiscal sur les épaules de la grande bourgeoisie elle-même? L'endettement de l'État était bien au contraire d'un intérêt direct pour la bourgeoisie, c'était précisément le déficit de l'État qui était le poste principal de son enrichissement. Chaque nouvel emprunt lui fournissait une nouvelle occasion de rançonner l'État, le crédit public, voilà le credo du capital. Et notre ami Thomas Porcher explique bien, se réjouit même, de voir ici... Ouais, on a des placements qui rapportent beaucoup d'argent, et nous avons des investisseurs qui demandent notre dette. La dette actuelle, donc, n'est pas un problème. Il s'en réjouit. Il y a des gens qui veulent pomper l'argent des pauvres. Donc ça, c'est l'économiste de gauche qui te dit, ce résultat-là, c'est génial quand les 90% des gens financent des hausses de revenus pour les plus riches, qui détiennent le patrimoine et investissent dans les dettes publiques. Alors, évidemment, ce n'est pas toujours extrêmement rentable, vu que c'est du placement sans risque, les taux d'intérêt ne sont pas très élevés, et parfois même sont négatifs. Déjà en termes réels, c'est-à-dire qu'il faut comparer le taux d'intérêt servi moins l'inflation pour voir le taux d'intérêt réel et ce qui est réellement gagné. Mais aussi, vous savez qu'il y a eu une petite période de taux d'intérêt négatif, anomalie historique dans l'histoire. Et là, depuis les années 90, on voit les taux qui ne cessent de baisser. Alors quand il y avait 10% de rendement, je ne sais pas quelle était l'inflation dans les années 90, mais c'était plutôt intéressant, hein. Dans les années 2000, même quand il y avait entre 6 et 4% de taux d'intérêt, le livret A était le meilleur placement que vous pouviez trouver sur le marché.
Tout le monde cherchait à ouvrir un livret A et à placer l'argent à un taux d'intérêt qui était supérieur à l'inflation, justement. Et ce livret A sert essentiellement à financer le logement social et la dette de l'État. Donc, il faut que pour les riches, le taux d'intérêt réel soit positif, sinon c'est pas extrêmement intéressant. Et on peut voir aussi, donc le taux d'intérêt a eu tendance à diminuer, et on voit après la crise de l'euro, l'impression monétaire, l'écrasement des taux pour contenir justement le financement des dettes publiques. On voit que la charge d'intérêt de la dette publique en France s'est effondrée. Autour de 70 milliards entre 1995 et 2010, il y avait des pics. Ça a été divisé par 2. C'est tombé à 35 milliards parce qu'on s'est mis à avoir des taux d'intérêt réels négatifs. Et vous savez que la dette française est constamment roulée, elle n'est jamais vraiment payée. Elle a une durée de vie d'à peu près 8 ans en moyenne. Donc tous les 8 ans, la dette est en quelque sorte remboursée et renouvelée. Chaque année, on réemprunte de l'argent pour rembourser d'anciennes dettes. Et donc, en réempruntant, on actualise le taux d'intérêt à celui en vigueur. Donc au fur et à mesure, quand les taux ont baissé, le coût de la dette s'est effondré. Et maintenant, il remonte avec la remontée des taux. On réemprunte de l'argent à un taux d'intérêt beaucoup plus élevé. C'est plus du tout négatif. Là, c'est 2, 3, 4%. Et la charge de la dette a explosé. Voilà, c'était ce qui était indiqué ici. Tous les 8 ans, on roule la dette. Pour vous donner une idée, voilà, ça signifie que les modifications de taux ne se répercutent pas entièrement tout de suite sur le stock. Il faut de nombreuses années. Par exemple, une hausse de taux de 1% induit une hausse des intérêts de 10 milliards en 3 ans, 20 milliards en 6 ans et 30 milliards à terme. Un point de taux d'intérêt en plus sur le total de dette que l'on a, voilà ce que ça donne dans les finances publiques. Au début, on ne le voit pas trop, seulement 3 milliards la première année, puis 7, 10, 14, etc. Parce qu'au fur et à mesure, on remplace d'anciennes dettes à taux plus faibles par des dettes qui ont des taux plus élevés, et donc la charge augmente. Il y a par ailleurs une carabistouille qu'ils ont fait depuis apparemment les années 2000. Vu que les taux d'intérêt baissaient et que les rendements pour les riches étaient de moins en moins intéressants, voire même ça leur coûtait de l'argent, parce qu'en vraie réalité, une fois qu'on a enlevé l'inflation, ils perdent du pouvoir d'achat en prêtant à l'État, donc on a proposé des obligations indexées sur l'inflation, qui ont trouvé clientèle jusqu'à représenter 11% de la dette totale de la France. Il se trouve que pendant un certain temps, cette dette indexée sur l'inflation, qui était faible, a été une bonne affaire pour l'État, puisque, en termes de bilan budgétaire, l'impact budgétaire cumulé a été d'un gain de 15 milliards entre 2000 et 2020, et puis la crise inflationniste a complètement annulé le bénéfice en une année, et on s'est retrouvé avec une charge en plus de près de 10 milliards liée au fait que les taux de certaines obligations n'étaient pas indexés sur le marché à taux fixe, mais étaient variables et indexés sur l'inflation. Cette indexation fait courir un risque colossal à l'État, d'autant que les expériences passées de dette indexée, en particulier l'emprunt Giscard de 1973, se sont révélées calamiteuses et que les risques géopolitiques inflationnistes s'accumulent. Il est donc indispensable de cesser au plus vite l'émission de nouvelles dettes indexées, voire de forcer, moyennant rémunération, une conversion du stock en dette non indexée. Parce que d'un seul coup, à cause de cette petite partie de la dette, 11% qui est indexée sur l'inflation, on s'est mis à payer 16 milliards d'intérêts en plus en 2023, je crois. Peut-être que ça explique aussi une partie du déficit, et Charles-Henri Gallois avait beaucoup parlé de ce sujet parce que Bruno Le Maire continuait, en pleine période d'inflation, à émettre des obligations indexées sur l'inflation, qui étaient officiellement à 10%, alors que le taux auquel il pouvait se financer sur les marchés avec des investisseurs qui sont prêts à payer, c'était 2, 3 ou 4%. Donc c'est vraiment distribuer de l'argent aux plus riches, c'est une volonté de transférer du pognon du contribuable vers l'épargne des plus riches. 5 fois l'ISF a trouvé pour compenser la hausse des intérêts simplement liée à la variation de l'inflation. Et ces abrutis ont même émis des dettes françaises indexées sur l'inflation européenne, c'est-à-dire sur des politiques des autres, indexées sur les conséquences des politiques d'autres pays. C'est débile. L'impact sur le montant d'intérêt à payer en 2022 et 2023, et donc sur le budget de l'État, a été extrêmement rapide. Le taux apparent de la dette est déjà remonté à 1,6% au lieu de 1,2%, bref, ce qui fait plus 30% de charges d'intérêt en plus. On peut voir ici sur le graphique comment les obligations indexées sur l'inflation, la partie orange, ont fait augmenter la charge de la dette, et on est en train de se réorienter du fait de l'augmentation des taux d'intérêt, qui, si ça continue à durer, va conduire à une augmentation considérable de la charge des intérêts, qui est prévue à près de 70 milliards en 2027, et va devenir donc
Si je reprends ici, oui, ça va devenir la première dépense de l'État, ce sera la charge d'intérêt. Et enfin, un dernier graphique. Le stock de dette augmente sans cesse, sans douleur certes, mais jusqu'à ce que les taux d'intérêt augmentent un jour, à cause d'une récession, d'une hausse de l'inflation, ou un changement de politique à la BCE, on ne sait pas. Dès lors, en quelques années, le temps de rouler la dette, le montant des intérêts explose pour retrouver sa tendance moyenne. Et on peut voir que, donc là les graphiques sont à deux échelles différentes, hein. En bleu vous avez la dette publique, en orange ici la charge d'intérêt. On peut voir qu'il y a une tendance de fond générale qui est que sur ce graphique, la charge d'intérêt apparaît comme au-dessus de l'évolution de la dette. C'est pas la même échelle, je le répète, mais en tout cas, si on devait tracer cette tendance et revenir à la tendance antérieure, on pourrait remonter à 160 milliards de charges d'intérêt. C'est ce qui est d'ailleurs indiqué ici. Si les taux reviennent à 4% comme en 2025, avec une dette à 4 000 milliards, donc en 2030, hein, si on trace la tendance, on aura 4 000 milliards de dettes, ça nous coûtera 160 milliards d'euros d'intérêt par an. C'est quasiment le budget de l'État. Non, c'est la moitié du budget de l'État. C'est 35 fois l'ancien impôt sur la fortune, 6 fois la taxe d'habitation. Disons-le clairement, c'est impossible sans mettre le pays à genoux. Ponctionner 160 milliards d'euros d'intérêts chaque année sur une économie moribonde, simplement pour payer des intérêts d'une dette qui sera encore là l'année prochaine et dont il faudra encore payer 160 milliards, ça va juste faire crever le pays en fait. Mais la dette n'est pas un problème tant qu'on a des investisseurs qui sont prêts à nous la prendre. Bon, c'est absolument pas un souci. La charge d'intérêt, par contre, non, on s'en soucie pas. Tant que les taux baissent, c'est d'ailleurs ça hein, le piège. Les taux ont chuté. On voit d'ailleurs que la dette a considérablement augmenté entre 2005 et donc actuellement 2024. Mais la charge d'intérêt a eu tendance à diminuer du fait de la baisse des taux, et en particulier après 2010 et les politiques d'assouplissement quantitatif de la BCE. Et depuis que les taux ont remonté, on voit la charge d'intérêt de la dette remonter, et tout ça va simplement faire crever l'économie. Et mettre le pays dans la situation du Congo, en fait. Où toc-toc, c'est les créanciers. Alors comme ça, on peut plus payer. Bah, c'est pas grave, on va prendre votre patrimoine. Hein? Voilà. Thomas a dit que c'était bon. Il en reste encore. On peut encore emprunter de l'argent pour faire des trucs complètement improductifs. On a encore du patrimoine. On n'a pas tout cramé. On en laisse encore aux générations futures, vous vous rendez compte? On peut continuer, hein, c'est pas un souci. Donc évidemment, dans le contexte actuel, c'est grave. Et il est hors de question de finir en défaut parce qu'on ne pourra plus payer les intérêts. Parce qu'à la fin, voilà, vous avez les créanciers qui viennent vous voir et qui vous disent il va falloir trouver un arrangement. On vous a prêté de l'argent, il faut le rendre. Ça tombe bien, vous avez du patrimoine. Et donc on finit par... Normalement, le patrimoine de l'État est inaliénable et invendable et tout ce que tu veux. Sauf que qu'est-ce qui se passe si tu fais défaut sur ta dette? Et bien tout d'un coup, ce qui était hors de question de vendre devient vendable et à un prix bradé parce que tu es dans une situation de vente forcée et que tu as en plus une souveraineté assez approximative quand tu es dans le cadre de l'euro, du FMI ou autre, et que tu as des institutions, disons-le clairement la Troïka, le représentant de la Commission européenne, de la BCE, du FMI, qui viennent, qui remplacent le gouvernement et qui décident à ta place dans l'intérêt des créanciers. C'est aussi pour ça que vous avez des prêteurs qui sont prêts à prêter de l'argent à la France, malgré des taux d'intérêt trop faibles pour être vraiment rémunérateurs. Il y a plusieurs raisons qui peuvent pousser un créancier à continuer à prêter de l'État malgré des taux d'intérêt très faibles. Déjà, vous avez les taux d'intérêt indexés sur l'inflation et des choses comme ça. Vous avez aussi des idées de spéculation, c'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir de la dette d'État que des liquidités, parce que de toute façon, les mécanismes de la finance font que une fois que tu as de l'argent placé en dette d'État, c'est quasiment aussi liquide que de la monnaie. Tu peux emprunter en gageant la dette de l'État que tu as achetée, et puis il y a quand même une petite rémunération, donc tu gagnes un petit quelque chose, et tu peux faire du levier en gageant cette dette, et tu peux encore investir et jouer avec les rouages de la finance. Et puis il y a un autre élément que les créanciers prennent en compte, qui est justement cette existence de patrimoine, qui est de se dire, le jour où les finances publiques sont éclatées au sol, eh bien on vient et on pille le pays. On continue de prêter à l'État malgré une économie moribonde, malgré des taux d'intérêt un peu faiblards. S'ils ne nous remboursent pas, on peut venir se servir et choper du patrimoine public, choper des infrastructures, choper des choses
qui sont extrêmement rentables. Hein, une autoroute, on met un péage, c'est très rentable, les gens sont obligés de payer. Tout un tas de services publics obligatoires qu'on va pouvoir privatiser. Peut-être que demain, la Sécu sera démantelée, qu'on aura un système un peu plus à l'américaine. Vous avez vu par exemple le fric qu'ils peuvent faire avec la dérégulation sur le prix des médicaments, avec les médicaments pour diabétiques qui sont vendus des fortunes, de l'insuline qu'on peut trouver à 10 balles au Canada qui est vendue plus de 1000 $ aux États-Unis. Donc on va pouvoir faire de la déréglementation, privatiser des choses qui sont normalement non privatisables, choper du patrimoine qui normalement n'est pas vendable, et tout ça à un prix absolument ridicule. Et donc à chaque fois qu'on a des créances sur un État surendetté, eh bien finalement on a un droit sur son patrimoine, et on va pouvoir le dépouiller. Alors évidemment, il faut s'appeler BlackRock. Parce que si c'est Madame Michu, avec son livret A ou sa petite assurance vie, elle verra sa dette rayée pour le bien de la collectivité. Mais les autres, ce sera différent. Bref, en tout cas, la question en fait qui est centrale dans cette histoire de dette, c'est pas tellement le montant. Vous avez vu que même en faisant tout un tas de conneries dans la gestion des finances publiques ces 40 dernières années, en fait, si on n'avait pas payé d'intérêt sur la dette publique, on aurait une dette résiduelle de seulement 300 milliards d'euros. C'est-à-dire 10% d'endettement sur le PIB, même pas. On aurait moins de 10% d'endettement. Même avec toutes les conneries qui ont été faites dans les finances publiques, si on supprime les intérêts cumulés, et qu'à la place de payer les intérêts, on paye le remboursement des dettes, eh ben on n'aurait que 300 milliards. La question donc de l'endettement, c'est surtout celle des intérêts et de la charge des intérêts, et même de l'existence des intérêts. Parce que l'argent, quelque part, est un bien public, et on pourrait se demander pourquoi des privés, et notamment essentiellement les plus riches, vous avez vu ici la distribution, où va l'argent, essentiellement dans la poche des 10% et notamment des 1% les plus riches, pourquoi est-ce que ces gens capteraient de l'argent sur le droit de l'État d'utiliser l'argent, la monnaie, qui est un bien public? Et donc on se retrouve un petit peu dans la situation du Congo, qui emprunte en monnaie étrangère, en dollars, pour financer des investissements pas toujours très rentables et qui se trouve très vite surendettés. Parce que nous avons aussi une monnaie étrangère qui s'appelle l'euro. Et nous avons un ensemble de règles qu'il faut respecter. Et à la place d'emprunter dans une monnaie étrangère, on emprunte dans des règles qui simulent un petit peu la même situation. Notamment la question de l'interdiction du financement des États par les banques centrales. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis l'euro, justement, la Banque centrale ne peut plus financer les déficits de l'État, ni à taux zéro, ni à quelque taux que ce soit. C'est interdit. Il faut passer par les marchés financiers, qui vont définir un taux d'intérêt en fonction de différents risques et puis aussi d'une notation sur les marchés, même si souvent le taux d'intérêt augmente avant que la notation baisse, mais ça c'est autre chose. Il faut aussi obéir à des règles d'une bureaucratie non élue et xénocratique, qu'est l'Union européenne, être en dessous des 3% de déficit, ne pas avoir plus de 60% de dette, bon, on est loin des critères, mais du coup, puisqu'on n'est pas dans les clous, on est actuellement dans une procédure de redressement pour déficit excessif, et on est constamment en train de devoir négocier avec Bruxelles pour qu'il tolère cet écart vis-à-vis des règles, et tout ça nous coûte politiquement. Donc le système actuellement de dette, quand bien même il n'y a pas de problème de financement, quand bien même les taux d'intérêt ne sont pas un problème à financer pour le moment, il y a un problème politique, parce que le système dans lequel cette dette apparaît conditionne les décisions publiques à tout un tas de carcans et de règles qu'il faut respecter et qui saucissonnent l'action publique dans un cadre bien défini qui profite essentiellement aux plus riches. Pareil, la BCE, la seule mission de la Banque Centrale Européenne, c'est de maintenir une inflation à 2% ou moins, non, autour de 2%. Une inflation faible et prévisible. Pourquoi, à votre avis? Pour que, quand les riches prêtent leur argent à l'État à 3%, ils savent qu'ils ont au moins 1% par an d'augmentation de richesse. Donc tout le système est fait pour profiter aux rentiers, actuellement, et saucissonne les États dans tout un tas de choix financiers pour plaire au marché, pour plaire à l'administration bureaucratique bruxelloise. Et tout ça déjà conditionne les choix politiques dans une direction qui plaît au marché, au néolibéralisme finalement. Exactement ce que critique Thomas Porcher à longueur de BD. Mais là, la dette, c'est formidable, tant que les gens payent, on est content, tant que les gens nous prêtent de l'argent, c'est formidable. Il n'y a pas de conséquences politiques, absolument pas.
Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a l'augmentation de la dette et des intérêts qui vont avec. Et on finit, en fait, sans même parler du surendettement, il y a déjà la question fondamentale de la privatisation du droit d'utiliser notre argent, qui est un bien commun. J'ai déjà vous montré l'intérêt de sortir du système de financement par le marché. On a ici, et c'est un peu flou, c'est dommage, mais c'est pas grave, on a ici un encart en fait qui montre le modèle de financement pour les futures centrales nucléaires. En bleu, vous avez le coût de construction, en orange, le coût de maintenance, et puis en vert, alors je vois pas très bien, c'est coût de cycle, je ne sais pas exactement. En tout cas, ça c'est le coût complet d'une centrale nucléaire par mégawattheure, ici sur l'abscisse. Et là, vous avez le taux d'intérêt pour financer cette structure. Quand vous êtes à taux zéro, votre coût de mégawattheure est à peine au-dessus de 30, coût de production. Et vous voyez que ça augmente considérablement au fur et à mesure que les taux d'intérêt pour financer ce truc augmentent. Vous avez ici la catégorie investisseurs privés qui vont demander entre 10 et 12%, investisseurs privés sans garantie. Alors, vous voyez pas du coup, hop là. Et donc, quand vous êtes à 12%, ça monte à près de 140 € par mégawattheure. Alors qu'au début, on était à peine au-dessus de 30. Vous avez une autre catégorie d'investisseurs, c'est la garantie rémunération à long terme. Donc ça, c'est un peu le modèle qu'essaye de développer Total. Et vous êtes entre 9 et 6% d'intérêt. Et quand vous êtes déjà à 5% d'intérêt, votre coût du mégawattheure a doublé, simplement du fait du coût du capital. Simplement du fait de la charge des intérêts. Le coût réel, c'est autour de 31, 32, 35 € à peu près du mégawattheure. Et quand vous avez 5% d'intérêt pour financer ce fourbi, vous dépassez les 60. Quand vous êtes à 8%, vous dépassez 90. Le coût réel, c'est le coût de construction, de maintenance, pour produire réellement le mégawattheure. Et donc après, il y a la question du financement. D'où viennent les milliards pour construire la centrale. Et quand on le prend à des taux d'intérêt en se tournant vers des investisseurs privés, 5% d'intérêt, tu doubles le coût de production, 8% d'intérêt, tu triples le coût. Voilà le coût du capital gigantesque. Et après, on vient nous bassiner sur le coût du travail. Il y a 5 € d'APL qu'on va devoir aller gratter sur les gens pour baisser l'endettement public, pour financer tout ça. Et c'est donc là où je voulais en venir, c'est qu'on peut très bien avoir un système avec un financement par la Banque centrale à taux zéro qui servirait à payer des dépenses rentables. Et c'est là un petit peu tout le problème, c'est parce que il est vrai que si on est sorti de ce système, c'est parce que les politiciens avaient une petite tendance à abuser de la planche à billets pour financer tout un tas de conneries, notamment en période préélectorale. Soudainement, on fait des gros déficits pour donner du fric à tout le monde, et puis c'est pas grave, c'est la Banque centrale qui paye, qui financera le trésor, on s'en fout. Évidemment, une telle politique a des conséquences sur le taux de change, parce que plus tu gaspilles du fric par rapport à tes voisins, plus il y a d'argent en comparaison de la production réelle de richesse. Et donc la valeur de l'argent baisse, le pouvoir d'achat de cet argent baisse, et donc le taux de change a tendance à baisser. Et c'était un petit peu ce qu'on avait pu voir avec la comparaison entre le franc et le mark. Le nouveau franc dans les années qui a commencé en 62, qui a fini en 2000, en 62, le 1 franc valait à peu près 1 mark. Et quand on est passé à l'euro, un mark valait 4 francs. Donc il y a eu une diminution des 3/4 de la valeur de la monnaie française par rapport à la valeur de la monnaie allemande. Pour autant, cette dévaluation n'était pas forcément une mauvaise chose pour l'économie, c'est simplement que ça montrait que la France était moins efficace que l'Allemagne pour créer de la richesse. C'était pas 1 pour 3 peut-être. Peut-être que c'était 1 pour 3. Enfin, le principe est le même. Donc quand vous cramez du fric pour en faire n'importe quoi, inévitablement, si vous gérez plus mal qu'un autre pays, votre taux de change par rapport à ce pays sera dévalué. C'est pas forcément une mauvaise chose, après, faut pas non plus. Il y a un excès au-delà duquel il y a un risque d'inflation, puis d'hyperinflation. C'est ce qui se passe dans des pays comme l'Argentine ou au Venezuela, où ils ont imprimé beaucoup trop de fric pour le distribuer aux gens et financer des conneries, au lieu de l'investir, par exemple, dans l'exploitation du pétrole, puisque le Venezuela est l'un des pays qui a les plus grandes ressources de pétrole, mais comme c'est géré avec le cul, et qu'ils ont cramé l'argent dans des foutaises plutôt que de travailler, eh bien forcément, la monnaie part en couille, et puis ensuite on devient de plus en plus autoritaire, on contrôle les prix, on tape sur les gens parce qu'ils ne sont pas contents de la politique du pays, bref, vous connaissez un petit peu la rengaine. Donc il faut avoir des gens qui sont responsables, parce que c'est une responsabilité énorme de pouvoir imprimer du pognon pour financer des trucs
c'est quasiment illimité, jusqu'à ce qu'en fait, le ratio d'impression par rapport à la création de richesse soit tel que la crédibilité de la monnaie s'évapore. Mais théoriquement, en fait, dans ce système, on peut avoir un déficit public plus ou moins important, mais permanent. 2, 3, 4, 10 même peut-être, tant que le déficit finance des investissements qui vont permettre de payer la dette, de rembourser la dette auprès de la Banque centrale, à taux zéro. Oui, théoriquement d'intérêt, mais voilà, normalement ça marche. Donc il faut avoir un budget qui est équilibré sur la partie dépenses publiques et redistribution, et ensuite on peut faire du déficit pour par exemple financer des investissements que l'on peut facilement présumer comme rentables, comme par exemple une centrale nucléaire. On sait qu'on a besoin de l'énergie, on sait qu'il y aura des clients pour le produit, ça va produire quelque chose et que des gens vont l'acheter. Et ici, vous avez sur le graphique, je crois que mon curseur n'apparaîtra pas à l'écran, là sur la partie là, le petit empilement vert, orange et bleu, c'est en fait le coût de construction de la centrale nucléaire pour obtenir un mégawattheure à 30 € et quelques. Ça, c'est payé par les clients. C'est les clients d'EDF, quand ils achètent l'électricité, ils la payent. Donc ensuite, EDF étant payé, peut rembourser la dette qui sert à financer la centrale. Et comme l'électricité n'est pas trop chère, ça permet de doper ensuite l'économie, d'avoir des entreprises qui s'installent, au lieu de se barrer, comme c'est le cas actuellement à cause des prix de l'énergie. Ça permet d'augmenter la compétitivité de la France, donc d'avoir une meilleure activité, d'augmenter encore les recettes de l'État, d'augmenter donc les programmes sociaux, les dépenses qu'on peut faire. Mais au lieu de ça, on est en train de se demander comment financer ces centrales et si ça va être plutôt 5 ou 8% d'intérêt. On va dépenser une fortune pour payer des intérêts à des gens qui ne servent à rien, parce qu'on peut très bien imprimer du pognon pour ça et savoir que ça ne va pas créer d'inflation ni de dévaluation. Au contraire, le fait d'avoir une énergie pas chère, parce qu'on n'aura pas le coût gigantesque du capital à payer, on sait que ça va doper l'économie. On sait qu'une énergie pas très chère va booster l'économie, et on aurait tout intérêt à le financer à taux zéro par la Banque centrale, mais on a été dépossédé du droit d'utiliser notre argent, collectivement, qui est un bien public, pour financer le développement de l'économie. Et au contraire de ça, il faut supplier ceux qui ont de l'argent de bien vouloir nous le prêter à un taux qui leur convient pour qu'ils se fassent du fric sur le développement économique. Et donc, on a une classe, en fait, parasitaire, finalement, de rentiers qui possèdent de l'argent et qui peuvent en emprunter, puisqu'eux, ils possèdent des actifs. C'est ça qui est drôle aussi, c'est que la dette de l'État, pour eux, c'est un actif. Et donc, ils vont voir des banques et ils leur disent « J'ai de l'argent placé en dette publique, j'ai 10 millions d'euros d'obligations d'État, qui me rapportent 3%, 2-3% par an, on s'en fout. » Ils vont voir une banque, ils leur disent « Vous pouvez me prêter de l'argent sur la base de ce capital. » Et la banque leur prête. Ils prennent une petite décote en général. J'ai plus exactement les chiffres en tête, mais sur de l'obligation, ce sera peut-être 60%. Ils prêteront 60% de la somme. Ils disent « Oui, c'est bon, vous avez de l'argent de côté. Vous mettez ça dans un coin, vous y touchez plus. Et nous, on vous file 6 millions de plus. » Donc non seulement ils ont 10 millions qui rémunèrent, mais on leur donne 6 millions de plus parce qu'ils détiennent un actif. Et donc en plus des rémunérations, ils peuvent encore faire de la dette sur de la dette. Quand ils auront prêté à EDF pour financer des trucs et des machins, ils pourront encore dire, vous voyez, on a une dette très solide. C'est payé par les factures d'énergie des Français, donc ils payeront. On peut la mettre en gage pour faire encore plus de fric. C'est génial. Et vous avez comme ça une classe parasitaire, c'est la finance, qui a privatisé le droit d'utiliser l'argent via les taux d'intérêt, et ils vivent comme des sangsues sur le dos de l'État, au point que ça devienne maintenant bientôt le premier poste de dépense de l'État, et toute la politique est maintenant conditionnée à la réduction des dépenses publiques, réduction des déficits, réduction de l'endettement. Toute la politique française maintenant, c'est ça. Donc il ne faut pas venir nous dire, comme un glandu qui a fait une BD, notre petit Thomas Porcher, qui vient nous dire « Oh, c'est bon, les investisseurs veulent bien... Oh, tu m'étonnes qu'ils veulent bien prêter l'argent. » Ils demandent que ça, évidemment. C'est bon, il n'y a pas de conséquences. Tant qu'on arrive à prêter l'argent, il n'y a pas de souci. Parce qu'on a un gros patrimoine, en plus, on pourra tout leur donner à la fin. Enfin, vu la tendance de l'augmentation de la dette publique, ça va finir comment? On finit par tout leur donner. C'est incroyable. Et le mec est de gauche. Il est de gauche. Ça va finir en exploitation complète façon Grèce. Il n'a rien compris déjà au piège de la dette. Et il ne dénonce pas cette arnaque complète du taux d'intérêt, qui est liée à une déresponsabilisation d'ailleurs de la classe politique qui, en l'état actuel des choses, si on leur confiait la monnaie et les déficits à gérer de la manière dont j'ai décrit tout à l'heure, avec un financement par la Banque centrale à taux zéro,
il foutrait l'économie par terre assez vite. Ça, c'est sûr qu'il ne faut pas faire ça avec des abrutis pareils. Il faut mettre des garde-fous. Mais on est dans une situation de pillage complet du pays par une classe qui détient le capital, qui entend faire du fric avec ça, et qui se sert finalement de la stabilité et de la crédibilité de la France pour payer sa dette, pour s'enrichir encore plus, déjà en pompant du taux d'intérêt sur de l'argent, mais en plus en pouvant emprunter sur la base de la dette publique qui est un actif pour eux, et ils peuvent encore faire du levier, multiplier leur argent, et c'est comme ça aussi que les riches deviennent de plus en plus riches. Ils sont aux ordres du pognon, ouais, quelqu'un a dit ça. Comme dirait le vieux sage. C'est grave, voilà. Je trouve ça grave d'être soi-disant économiste. Il est allé conseiller le Congo, quoi. Le type, il leur a dit « Ah, vous n'avez pas de patrimoine public, c'est dommage ». C'est idiot, en plus, comme réflexion. Évidemment que c'est lié à la capacité de production, de revenus. À chaque dette doit correspondre à un revenu. Toute dette non financée, ça s'appelle une perte. Quel que soit le système. Si tu as un système financé via le marché, taux d'intérêt, tu peux pas payer ta dette, tu la roules sans cesse et tu es sans cesse en train de payer des taux d'intérêt et tu finis en fait l'esclave des marchés financiers comme nous sommes en train de le devenir. Ou alors, dans la situation que j'ai décrite, si tu fais un financement via la banque centrale, si tu fais une dette sans revenu, ça finit simplement en perte et puis il faut simplement constater la perte et dire bah voilà, on s'est trompé, on a imprimé du pognon pour financer une connerie, on fera mieux la prochaine fois, et c'est une forme d'impôt. C'est un impôt collectif, totalement égalitaire, qui frappera tout le monde, qui s'appelle l'inflation, voilà, et la dévaluation. Et donc, plus tu as une classe politique responsable qui gère bien, et plus ta valeur de patrimoine public, d'actifs, la valeur de ta monnaie augmente, même si tu fais du déficit. Parce que si le déficit sert à financer des actifs, une fois de plus, tu t'enrichis. C'est quand même ce que tout le monde peut comprendre. Tous les riches deviennent riches avec la dette. Hein. Mais seulement, ils ne font pas de la dette pour financer de la dépense sociale ou des éoliennes à la con, ou des subventions, des trucs, des usines de batteries inutiles. Ils empruntent pour acheter des trucs qui vont payer la dette. Bernard Arnault, quand il a acheté Tiffany's, ils étaient surpris. Le directeur financier était épaté parce qu'ils ont été payés pour emprunter. Tellement LVMH est une boîte crédible financièrement, dans la période de taux d'intérêt négatif, il y avait des entreprises qui, à l'égal des États, pouvaient emprunter à taux d'intérêt négatif. Et donc, Bernard a emprunté des dizaines de milliards pour acheter Tiffany's à taux négatif. Et comme c'est du crédit sûrement lombard, ce qui se passe, c'est qu'ils ne payent pas les intérêts. Ils ne payent pas le capital, ils ne payent que les intérêts. Or, les intérêts sont négatifs, donc ils gagnent de l'argent. Et à la fin, quand ils arriveront à échéance de leur dette et qu'ils devront rembourser la totalité du capital, ils feront un autre emprunt qui sera gagé sur quoi? La valeur de l'entreprise. Et comme cette valeur a tendance à augmenter en bourse parce que les politiques d'assouplissement monétaire, d'impression, de trucs comme ça, ont tendance à faire monter le prix des actifs, l'entreprise qu'il a achetée pour quelques dizaines de milliards, 10 ans plus tard, ça en vaudra peut-être 20, 30, 40, et il pourra réemprunter pour facilement, pour les 10 milliards, pour rouler sa dette comme un État. Et après, il se démerdera pour payer le taux d'intérêt. Tant que l'actif qu'il achète arrive à payer le taux d'intérêt, c'est pas un problème. Et c'est comme ça que les riches deviennent de plus en plus riches. Tout ça pour dire qu'on a affaire à un économiste un peu en carton. Je pense pas qu'il soit assez con pour ne pas comprendre ce qu'il raconte. Tout ça, c'est de la démagogie parce qu'il suit un agenda politique qui vise à dire on peut faire autant de dettes que l'on veut, c'est une fiction, c'est un prétexte pour casser les services publics. C'est vrai que c'est jamais les salaires des politiciens qui sont visés. C'est jamais les subventions zinzin pour des projets débiles qui finissent dans certaines poches qui sont visés. Faire 30 milliards d'euros, même 60 milliards d'euros de boucliers tarifaires complètement stupides, signés par notre cher Bruno Le Maire, ça, c'est pas un problème. Ça, on trouve l'argent. Par contre, pour payer les soignants, là, il n'y avait pas d'argent magique. Donc, effectivement, il y a un choix politique qui est fait, non seulement de faire de la dette à intérêt qui rémunère les plus riches, qui est orienté vers la poche des plus riches, c'est un gouvernement pour les riches, quoi. Donc il faudrait peut-être changer un petit peu les règles. C'est un peu compliqué pour Porcher, qui est dans une logique de démagogie politique. On va dire aux gens qu'on peut raser gratis, on peut emprunter, on peut faire autant de dettes qu'on veut, ça n'aura jamais de conséquences. Et puis on n'a qu'à tricher sur les taux d'intérêt le jour où ça devient trop cher. Ça n'aura pas de conséquences sur la valeur de la monnaie. Ben non, bien sûr que non. Enfin bref. Des cornichons, quoi. Donc il faut s'intéresser à cette question qui est centrale, qui est celle
de la charge d'intérêt, qui est effectivement une privatisation du droit d'utiliser l'argent, qui est un bien commun. Et il faut revenir à un système où la Banque centrale finance l'action publique à taux zéro. Je ne vois pas pourquoi on payerait des intérêts sur l'argent. Ça n'a aucun sens. En tant qu'État, en tant que particulier, d'entreprise, c'est pas les mêmes règles. On n'imprime pas du pognon. Et les banques commerciales sont soumises à tout un tas de règles et ne peuvent pas créer autant d'argent qu'ils veulent. Il faut qu'il y ait quand même une réserve fractionnaire. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais il n'y a que la Banque centrale qui peut créer autant d'argent magique que nécessaire pour financer des projets qui peuvent être nécessaires et qui peuvent être rentables. Dans l'après-guerre, on a construit tout un tas de routes, de bâtiments, d'hôpitaux, de tout ce fameux actif dont ce type vante la quantité formidable. Tout ça, ça a été financé sur de la dette à taux zéro. La Banque centrale a fait des avances à l'État qui a passé commande auprès d'entreprises pour dire il faut reconstruire la mairie, elle a pris des bombes, il faut reconstruire des routes. Et comme tout ça a été à peu près bien géré et créé effectivement de la richesse et que les gens bossaient, eh bien effectivement, ça a permis de payer la dette. Et un jour, on s'est mis à se tourner vers les marchés, c'est tellement plus moderne. Et le franc s'est dévalué. Oui, il y a quand même ça aussi. Oui, il y a quand même eu un petit peu d'inflation. On va pas se mentir. Mais aujourd'hui, on est dans une politique qui favorise beaucoup trop les rentiers au détriment des actifs et des entrepreneurs. Alors que quand tu as une inflation à 15%, comme tu dis, c'était une époque où les salaires et les pensions étaient indexés sur l'inflation. Ce qui d'ailleurs a tendance à augmenter l'inflation en question. Quand tu as 15% d'inflation, ça profite énormément aux actifs et aux entrepreneurs, à ceux qui prennent des risques, entre guillemets, qui investissent. Tous les boomers là, avec leurs 15% d'inflation, tous ceux qui ont emprunté pour leur maison, pour leur entreprise, pour créer des trucs, l'essentiel de leur crédit a été payé par l'inflation. Ils arrivaient à échéance, ils remboursaient des trucs qui valaient rien. Au début, c'était 30% de leurs revenus, puis 20, puis 15, puis 0, quoi, à la fin, ils remboursaient rien. Donc c'est très bien d'emprunter à taux fixe pour créer des activités, des actifs, investir et avoir un petit peu d'inflation. Alors il faut que ce soit maîtrisé, il ne faut pas que ça parte en couille, mais pourquoi 2% d'inflation? Pourquoi il n'y aurait pas 10? Pourquoi il n'y aurait pas une période de développement où justement on favorise les gens qui investissent et qui travaillent au détriment de ceux qui épargnent et qui essayent d'être rentiers? C'est une question après purement politique et théorique, mais est-ce que le système actuel est mieux? J'ai un peu l'impression qu'on a le pire des deux mondes, avec une classe politique qui fait des déficits depuis 40 ans, qui est incapable de proposer un seul budget à l'équilibre, parce que c'était censé être ça le but. On se soumet au marché financier, on va être sanctionné par le taux d'intérêt, si on gère mal le pays, et donc on n'aura pas d'autre choix que de bien gérer l'argent public. On voit où ça en est. On a l'endettement et l'inflation qui commence à arriver d'ailleurs, et la charge des taux d'intérêt qui nous étrangle. Bref, méfiez-vous des économistes de gauche qui vous disent que la dette n'a aucune conséquence et que on peut tout financer avec ça et que tant qu'on peut la placer sur les marchés, tout va bien. Et puis dire que puisqu'on a du patrimoine, on peut s'endetter sans fin et que tant que la dette est inférieure au patrimoine, on a de l'argent, on lègue quelque chose, c'est de la connerie à l'état brut. Faut être un imbécile. C'est déjà inversé, comme je le disais, la cause et les effets. La dette sert à créer du patrimoine, c'est pas le patrimoine qui sert à créer de la dette. À moins de faire du levier, mais encore une fois, si tu empruntes sur le patrimoine, engageant du patrimoine, il vaut mieux avoir un revenu, sinon à la fin tu perds tout, en fait. Ça s'appelle la faillite. Bref. Donc la dette doit être financée par un revenu, et dans le cadre actuel des marchés, se soumettre à des taux d'intérêt, ça équivaut finalement à une privatisation du droit d'utiliser l'argent, qui est un service public, en fait, la monnaie, qui est un bien public, pour être plus précis, et qui doit être géré comme tel par une classe politique responsable, ce qui n'arrive assez rarement. Et ce système de taux d'intérêt actuellement organise un transfert de richesse des plus pauvres vers les plus riches, qui en plus augmentent leur quantité d'actifs sûrs, sur lesquels ils peuvent faire du levier, et financer encore plus de trucs, et acheter encore plus de trucs, et devenir de plus en plus riches. Tout ça n'est donc pas une politique très à gauche, et l'idée de s'endetter toujours davantage pour financer du social, sur la base qu'on a du patrimoine, c'est courir à la ruine, en fait, à vitesse grand V. Il faut surtout pas écouter les gens qui vous disent ça, et c'est surtout pas une politique de gauche, c'est une politique au service des riches, qui enrichit les plus riches, premièrement, d'autant plus que
L'argent emprunté a tendance à retourner dans leur poche sous forme de subventions diverses. Et ensuite, donc c'est déjà une politique qui finance les riches, mais en plus, ça met l'État au service des plus riches, au service des créanciers, et ça conditionne ensuite toute la politique du pays au fait de pas trop devenir dépendant des marchés financiers, si possible, pas plus. Il faut quand même qu'on fasse des économies pour payer les intérêts, pour payer la dette, pour garder notre crédibilité auprès des marchés. On soumet toute la politique précisément au marché financier qu'on prétend combattre quand on est de gauche, bien évidemment. Et la fin du fin, c'est d'avoir la troïka qui toque à la porte et qui vous dit, maintenant, on va vous prendre vos biens publics, votre fameux patrimoine, en échange des annulations de dettes. Voilà, vous avez bien profité, vous avez bien cramé la caisse, donc maintenant on vous prend tout. Et puis à un prix dérisoire, parce que de toute façon vous êtes en situation de vente forcée, ce ne sera pas ce qui est indiqué dans les bilans qu'on va retenir comme valeur, mais ce qu'on a envie. Si t'es pas content, c'est pareil. Voilà comment ça va finir avec ces fameux économistes soi-disant de gauche et qui finalement sont les meilleurs alliés du capital. C'est ça. Je veux tes vêtements, tes bottes et ta moto. Je vous remercie d'avoir suivi ce fantastique direct. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner à cette chaîne Twitch, à la chaîne YouTube. Merci à tous et à bientôt